Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous restons d'ailleurs à l'étranger pour évoquer bien sûr les États-Unis. Ce lundi avait lieu le vote du collège électoral aux États-Unis, une étape d'ordinaire peu suivie par les citoyens américains au cours de laquelle les grands électeurs doivent entériner la victoire du candidat désigné en novembre par les citoyens. Mais cette année, l'événement était très suivi par la population qui s'attendait à une nouvelle tentative de contestation des partisans de Donald Trump. Alors pour en parler, nous sommes en compagnie de Jean-Éric Brana. Bonjour, vous êtes maître de conférence à Paris 2 Panthéon-Assas et vous publiez Joe Biden, l'homme qui doit réparer l'Amérique aux éditions du Nouveau Monde. En face de vous, Anne Désine. Bonjour, vous êtes spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis et vous avez notamment publié Les États-Unis et la démocratie aux éditions L'Harmattan. Anne Désine, peut-être faut-il nous dire tout d'abord ce qui s'est passé lundi. Oui, donc c'est un scrutin indirect, c'est-à-dire que lorsque les électeurs ont voté le 3 novembre, ils ont désigné non pas le président, mais des grands électeurs. Et le nombre de grands électeurs est calculé en fonction de la population, donc le même nombre que les représentants à la Chambre, plus 2 représentants, les sénateurs. Ce qui, on le voit bien, représente une prime considérable pour les petits États et les petits États ruraux. Et donc, la Constitution et la loi prévoient qu'il y a un certain nombre de semaines, avec le deuxième mercredi suivant le premier lundi, pour cette certification. Alors, il y a la certification d'abord dans chacun des États, et malgré tous les contentieux de M. Trump, chacun des États, y compris les États pivots, ont certifié leurs élections. Et l'étape d'hier, c'était dans chacun des congrès des États, les grands électeurs, alors soit démocrates si le vote populaire avait désigné Biden, soit les grands électeurs républicains si le vote populaire avait désigné Trump, de façon officielle. Bon, d'habitude, c'est simplement une formalité, mais là, c'était diffusé en direct sur CNN entre 10h heure locale et un petit peu tard dans la nuit. Et alors, que voyait-on ? Et alors, on voyait donc les électeurs de tel État disant « Nous donnons nos 6 électeurs pour Donald Trump ». Puis ensuite, on passait à l'état suivant. Nous donnons nos 10 électeurs pour Biden. Et ce qui est amusant ou intéressant, c'est qu'au début, en fonction de l'ordre et de l'horaire auquel le vote se déroulait, au début, Trump menait. Il y avait moins d'États qui s'étaient prononcés pour Biden que pour Trump. Et ça s'affichait en bandeau à la télévision et on pouvait suivre ça. Et est-ce qu'un représentant, pardonnez-moi Anne Désine, est-ce qu'un représentant peut changer d'avis et voter, je ne sais pas, Donald Trump, alors qu'a priori il était réputé démocrate ? Alors c'est la fameuse question des faceless electors, des électeurs, des grands électeurs sans foi qui changeraient. Alors plus de 30 États ont une législation bien précise. Si quelqu'un a été désigné pour voter pour A et vote autre chose, on le change tout simplement. Et dans certains États, il y a même des peines de nature soit civile, soit pénale. Donc il n'y a pas grand risque. Cette année, l'opinion était tellement polarisée. En plus, il y a eu une décision de la Cour suprême l'année dernière qui n'a aucune chance qu'un électeur vote pour le candidat de l'autre bord. Donc c'est parfois une question. Ça n'a pas été une vraie question cette année. Mais alors, s'il y avait du suspense, Jean-Éric Brana, c'est évidemment parce que depuis le début, Donald Trump semble ne pas avoir véritablement pris la mesure de sa défaite, ou en tout cas afin de ne pas s'en rendre compte. Expliquez-nous quelle est sa stratégie, parce que finalement cet homme est habile, il est intelligent, il sait très bien quelle est la situation. Que cherche-t-il ? Alors stratégie, on la voit depuis le mois de mars en réalité, puisqu'il nous parle d'un problème constitutionnel grave avec les votes par correspondance qui n'ont pas été prévus dans le système des élections. On s'appuie là non pas sur la Constitution américaine, mais sur les textes votés en particulier au Congrès. En réalité, il y a dès le départ un biais, puisque les élections ne sont pas fédérales, mais elles sont organisées par les États avec les propres lois des États. Donc Donald Trump enfumait tout le monde dès le départ, et c'est bien ce qu'on expliquait Anne, moi et quelques autres à longueur de temps sur les ondes pour avertir qu'il y aurait là-dessus un hiatus. Et c'est vrai que quand le vote s'est passé, on a arrêté donc le 3 novembre le vote à 20h. Il y a ensuite tous ces bulletins qui sont comptés, qui sont arrivés par correspondance, et Donald Trump a commencé à différencier entre votes légaux et votes illégaux qu'il désigne lui-même. Ils ne sont pas illégaux pour autant ces votes, mais c'est le nom qu'il leur a donné. Donc à partir de cette appellation, il a expliqué qu'il y avait un problème et qu'il fallait aller devant les tribunaux. Donc il a fait des recours.
partons de là. Rappelons quand même que le recours est légitime et que dans une démocratie, c'est plutôt sain qu'il y ait la possibilité de faire des recours. Seulement, à un moment, l'entêtement est-il aussi légitime? C'est ça la question qui se pose, puisqu'on est arrivé quand même sur quelqu'un d'assez borné, qui s'est mis à critiquer même les propres juges qu'il sollicitait pour avoir une réponse. Au bout de 50 échecs en justice, on peut penser que Donald Trump aurait dû se rendre compte qu'il y avait un problème. Aujourd'hui encore, il conteste cette élection en parlant de fraude, toujours sur le même fondement, ou quelques autres qu'il a débusqués depuis. Un simple exemple, en Géorgie, il explique qu'on a retiré les bulletins des enveloppes en mettant les bulletins d'un côté pour les compter et les enveloppes de l'autre, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on ne laisse pas bulletins et enveloppes à côté. Écoutez, prendre un simple exemple que tout le monde va comprendre. Quand on vote pour les parents d'élèves dans une école, si on vote par correspondance, on envoie une première enveloppe avec son nom dessus, et à l'intérieur, une deuxième enveloppe, son nom, pour que justement elle soit mise avec les autres et donc devienne anonyme pour qu'on ne sache pas pour qui on a voté. C'est exactement ce principe-là qui a été appliqué. Et comme les enveloppes ont été retirées, il s'est mis à critiquer en expliquant qu'on ne pouvait plus contrôler qui avait fait quoi. Eh bien, la Géorgie lui a répondu hier en disant on va faire un nouvel audit. Excusez-moi, il y a quand même eu 3 recomptages déjà en Géorgie, oui, plus 2 audits. Il y a donc un 3e audit, histoire de faire taire définitivement ce président qui ne veut pas se taire et qui reste borné sur sa position. Mais alors, Anne Dessine, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, eu des incidents? Est-ce qu'il y a la moindre matérialité à ces propos de Donald Trump évoquant des fraudes, des problèmes? Non, et maintenant nous le savons. Les républicains ont mis du temps à le dire, mais le spécialiste des élections qui a été limogé, et il a été limogé parce qu'il a dit il n'y a eu aucune fraude, il n'y a eu aucun problème, et même le ministre de la Justice, qui jusqu'ici était tout acquis à Donald Trump, ou en tout cas à un pouvoir présidentiel fort, a dit il n'y a pas eu de fraude. Ce que Donald Trump n'a pas compris, c'est que la justice n'était pas à sa botte et que pour gagner une action en justice, il faut une base légale, il faut des éléments de preuve. Or, quand il a légué la preuve, alors tous ses petits camarades disaient sur Fox News, il y a de la fraude. Alors, on peut le dire sur Fox News. Mais devant la justice, c'est un peu plus difficile. Et ce qui est intéressant, je suis d'accord, c'est bien plus de 50 actions en justice qui ont été perdues. Et donc, on a 83 juges qui ont statué, soit des juges fédéraux, selon le type de litige, soit des juges d'État. Sur les 83, il y en a beaucoup qui ont été nommés par Trump lui-même. Non seulement des juges républicains, entre guillemets, mais un de ceux qui a été le plus sévère a été nommé par Trump. Et ça, c'est bon signe pour la justice. Quelque part, la démocratie et la justice ont résisté. Mais alors, Jean-Éric Brana, parce qu'on se dit que Donald Trump, c'est un homme d'affaires avant d'être un politique, quelqu'un qui a passé sa vie entouré d'avocats, parce que c'est véritablement un outil dans les affaires que de savoir se servir du droit. Est-ce que ça n'est pas aussi cela qu'il poursuivait? La Cour suprême, comme la Cour suprême aujourd'hui avec l'ultime nomination lui est acquise, est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer que, je ne sais pas moi, cette Cour suprême lui donne, sinon la victoire, du moins gain de cause sur un certain nombre de dossiers? Mais en aucun cas, c'est pour ça que moi je peux répéter tranquillement depuis cet été que la Cour suprême n'allait pas statuer. La Cour suprême n'est pas le juge de l'élection dans les élections fédérales. Le contentieux, encore une fois, se règle dans les États, puisque ce sont des règles d'État qui s'appliquent. Ce n'est pas une élection fédérale. C'est très compliqué à comprendre, mais ça se passe dans chaque État, puisqu'Anne l'a très bien expliqué tout à l'heure, on élit des grands électeurs. C'est ça avant tout. Donc cette crainte... Non, cette crainte n'existait pas. Ce qui s'est passé en 2000, et c'était toujours les références qu'il y avait, c'est que le juge fédéral avait été saisi parce qu'il y avait un blocage au niveau de la Cour suprême de Floride, à savoir que cette cour avait statué en prenant une loi de 1959, alors qu'il y en avait une deuxième de 1978 qui disait le contraire, et ce contentieux-là avait été réglé par la Cour suprême qui avait dit, en lisant la Constitution, vous faites ce que vous voulez, mais vous m'arrêtez ce recomptage parce qu'il me faut mes grands électeurs, et avait donc renvoyé sur les cours des États, et de fait avait arrêté le recomptage. Elle n'avait pas choisi le président. Oui, en fait, la grande ambiguïté, c'est qu'en 2000, il y avait une cause fédérale. Parce que ce que les républicains à l'époque ont invoqué, c'est que comme on faisait le recomptage de façon différente dans les mais on parle des recomptages, qui n'a jamais été le cas cette année, c'était une violation du principe de equal protection, donc d'égalité devant la justice. Donc là, il y avait bien une raison fédérale. Là, c'était très compliqué de
de la trouver. Et puis je rajouterai à ce que vient de dire Jean-Éric, c'est que le Chief Justice, Roberts, certes c'est un conservateur, mais il est très attaché à la légitimité de la Cour. Il n'avait aucune envie que la Cour mette les doigts dans cette affaire qui était hautement partisane et pas du tout ni juridique ni judiciaire. Et surtout, permettez-moi de dire, puisqu'on parle tout le temps de cette Cour conservatrice, ce sont en réalité des juges originalistes, ce qui veut dire qu'ils reviennent à l'essence de la Constitution, qui dit bien que les élections sont locales, et jamais cette Cour, avec ce type de juge, n'aurait pris le parti d'aller contredire les États. Alors, Anne Désine, il faut quand même évoquer ce système électoral qui est quand même très étrange. Je vais donner quelques chiffres pour que les auditeurs se fassent une idée. Donc, la victoire en termes de vote populaire de Joe Biden, elle est très nette. Il a eu 81 millions de voix. Donald Trump en a obtenu 74 millions. Donc il y a 7 millions d'écart. Cet écart, il se voit pour les grands électeurs. Joe Biden en a eu 306 et Donald Trump 232. C'est quasiment l'inverse de ce qui s'est passé aux précédentes élections. Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est que Donald Trump a emporté l'élection il y a 4 ans à 70 000 voix d'écart. Il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi. Et cette fois-ci, Joe Biden l'a emporté à 30 000 voix d'écart. Comment passe-t-on de 7 millions d'écart en vote populaire à l'échelle du pays et finalement une victoire si fine qu'elle aurait très bien pu être inversée? Alors tout simplement parce que parmi les 50 États, certains, on le sait, vont voter rouge, vont voter républicain, d'autres vont voter démocrate, la Californie, New York. Mais il y a ces fameux swing states, les États pivots, dans lesquels la population est également divisée. Or, ces États vont attribuer les grands électeurs au scrutin uninominal à un tour, ce que les Américains appellent « winner takes all ». Donc, il suffit d'avoir 10 voix ou 100 voix de plus et le candidat qui a gagné récupère tous les grands électeurs. Par exemple, la Floride, 29 grands électeurs. Alors, bon. Ce qui veut dire que si vous avez 100% des voix en Floride ou 75%, ça ne change rien sur le nombre de grands électeurs. Ou 51 ou 50,02. On a tous les grands électeurs. Et ça explique ce décalage et ça explique que 5 fois au cours de l'histoire des États-Unis et 2 fois récemment, en 2000 et en 2016, le candidat qui n'avait pas obtenu la majorité des suffrages populaires a obtenu la majorité au collège électoral. Et ce qui était incroyable en 2016, c'est que Trump a obtenu ce très beau score de 306 grands électeurs, avec seulement au total 70 000 voix de plus, réparties 10 000 là, 20 000 là, 40 000 là, dans 3 ou 4 États. Alors, dans le cas de Biden, il a un petit peu plus de voix, sauf en Géorgie. Et en Géorgie, il a récupéré les grands électeurs avec 13 ou 14 000 voix d'avance. Et là, j'ai vu une étude, et vous semblez l'avoir vue aussi, Guillaume, qui dit que si Biden avait eu simplement 0,7% de voix en moins, donc quelque chose de minime, ça basculait du côté de Trump. Et donc, une fois de plus, on aurait eu la victoire du président qui n'a pas obtenu et qui aurait perdu par 7 millions de voix. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens critiquent le collège électoral, si ce n'est qu'il est inscrit dans la Constitution et qu'il faudrait un amendement pour le modifier. Or, les petits États sont trop bénéficiaires pour vouloir le modifier. Mais alors, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, ce système, il privilégie, Jean-Éric Brana, il privilégie les États républicains, parce que ces petits États, ils votent généralement républicains, donc les républicains n'ont évidemment pas intérêt à le changer. Peut-être que les démocrates pourraient faire du forcing pour tenter de le changer. Ah, écoutez, nous avons peu de points de désaccord avec Anne généralement, mais sur ce point-là, nous avons un point de désaccord assez profond, puisqu'en réalité, pour moi, je regarde la Constitution et sans faire de politique, je vais juste expliquer, comme je l'explique à mes étudiants, qu'on est face à un État fédéral. Donc on va essayer de ne pas comparer à la France, ce qu'on fait trop souvent en expliquant qu'on parle d'un vote populaire. En réalité, l'esprit des constituants au moment de l'écriture de la Constitution, c'était de dire qu'il y avait des grands États en territoire, des grands États en population et qu'il fallait un équilibre dans ces différents grands États. L'ensemble de la Constitution est mis sur ce principe de l'équilibre, du pouvoir et contre-pouvoir, ce qu'on apprend tous, checks and balances, et la Constitution est écrite ainsi, le Congrès est écrit ainsi, pour vous faire une image assez simple, au Congrès vous avez 2 chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, le Sénat est la Chambre des territoires, la Chambre des représentants est celle de la population. C'est exactement pareil, le même
principe qui prévaut dans le système des grands électeurs, ce qui veut dire que tout électeur aux États-Unis est représenté à la même hauteur, puisque moi je précise c'est à la même hauteur contrairement à ce qu'on lit un peu partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 grands électeurs qui sont donnés pour le territoire et l'ensemble des autres grands électeurs sont donnés en fonction de la population. Ce qui veut dire qu'on soit grand électeur dans le Wyoming ou en Californie, on représente exactement comme les parlementaires 650 000 personnes qui votent aux États-Unis, entre 620 et 660 suivant la population. Pour certains États, bien sûr, c'est pas complètement mathématique tout cela, mais c'est la même représentation. Ce qui veut dire qu'on a un vote qui compte partout. Si vous passez au vote populaire, avec la Californie, le Texas, la Floride, l'État de New York et l'Illinois, vous auriez le président à chaque fois. Non, alors c'est vrai qu'il faut absolument nuancer, et je suis d'accord, et c'est d'ailleurs la négociation qui avait eu lieu en 1787. Les petits États ont dit, il n'est pas question qu'on signe la Constitution. Parce que depuis 1787, les choses sont figées. Oui, parce que le collège électoral, il y a eu plusieurs grandes négociations. C'est étonnant, parce qu'on imagine qu'il y a eu quand même quelques évolutions démographiques, géographiques. Oui, voilà, parce que ce que dit Jean-Éric, sur le principe, je peux un tout petit peu être d'accord, si ce n'est que l'écart, parce qu'il y a un décalage quand même. Cette tyrannie de la minorité, on la trouve aussi au Sénat. L'écart était de 1 à 5, mettons, entre un petit État comme l'Idaho et un grand État. Maintenant, il y a plus de 200. Donc, quelque part, il faudrait, à défaut de supprimer le collège électoral, ce que ne pas faire, trouver des mécanismes qui l'atténuent. Et il y a une proposition de réforme qui dit, ben voilà, on continue avec le collège électoral, mais nous, l'État, nous prenons l'engagement de voter, de donner nos grands électeurs à celui des 2 candidats qui a remporté le suffrage populaire. Mais ça ne peut pas marcher parce qu'il faudrait là encore le feu vert des petits États. Alors on continue sur la Constitution, Jean-Éric Brana. On parle beaucoup de la Géorgie en ce moment. Pourquoi ? Oui. Quel est le pouvoir du président des États-Unis et pourquoi cette obsession pour ce petit État ? Alors d'abord, on en a parlé parce que cet État vient de passer de grand État républicain, foncièrement républicain, à État démocrate, puisque Joe Biden l'a emporté. Et ça, c'est un exploit, même si c'est effectivement que de 8000 voix, il a remporté la Géorgie, ce qui n'est pas rien. Mais là où ça se complique, c'est qu'en Géorgie, on a le vote de 2 sénateurs. Alors, d'habitude, on n'a qu'un seul sénateur qui est élu, puisque les sénateurs sont élus pour 6 ans, renouvelables par tiers tous les 2 ans. Et là, il se trouve, comme il y a eu une démission, qu'il y en a 2 en même temps, et qu'il se trouve en plus, comme on n'a pas pu les départager, qu'on a un second tour, ce qui rajoute à la complexité. Et pour rajouter encore de la complexité à la complexité, il se trouve que ce second tour va se terminer le 5 janvier, c'est-à-dire la veille du jour où les résultats vont être proclamés aux États-Unis, puisque c'est le 6, et donc à peine 15 jours avant la prise de fonction de Joe Biden. Et pour ajouter de la complexité à la complexité de la complexité, il se trouve que ces 2 sièges peuvent faire basculer la majorité du Sénat, ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. Donc bien sûr, tout le monde politique aujourd'hui se retrouve en Géorgie, qui est l'épicentre politique des États-Unis, à tel point que même le président en personne et le président élect se sont déplacés sur place. Où ça a été très serré, parce que Joe Biden a obtenu 2 473 000 voix et Donald Trump 2 461 000. Donc c'est vous dire que la différence est ténue. Et on est à 50-50 pour les 2 voilà. Mais alors, si on imagine, par exemple, que Joe Biden n'est pas cette majorité, est-ce qu'il va être en cohabitation, pour utiliser un terme que les Français connaissent bien, ce serait une très mauvaise nouvelle. Ce serait la situation de Barack Obama pendant les 6 dernières années de son mandat. Ça veut dire que les républicains ont le leadership du Sénat. Ça veut dire que McConnell, qui est quand même redoutable pour l'obstruction, reste le chef du Sénat, que toutes les commissions sont présidées par des républicains et qu'a priori, il sera très difficile. Alors, on nous dit que Biden... Alors, ça veut dire qu'il ne pourra rien faire parce que la cohabitation... Il va agir par décret. C'est-à-dire qu'il y aura... Actuellement, il se passe quelque chose... Agir par décret, c'est agir. Oui, c'est agir, mais ce qui est fait par décret peut être défait par décret, puisque le jour 1, Biden va se dépêcher de prendre des décrets quand il le peut, quand les décrets de Trump ne sont pas rentrés dans le droit, pour défaire ce qu'a fait Trump. La loi, d'autant plus qu'au Sénat, enfin c'est pas gagné, même s'il avait les 50 voix plus la voix de la vice-présidente, il existe au Sénat ce qu'on appelle le filibuster, qui est une possibilité d'obstruction. Donc il suffira à 40 sénateurs, généralement les 40 des petits États rouges, pour s'opposer à toute législation, ou plus grave, toute nomination, non seulement des membres du cabinet, mais aussi des juges.
Alors, dans une vingtaine de minutes, justement, on va poursuivre sur cette politique américaine. On va voir ce que Biden veut faire déjà, quelle est sa politique ou la politique qu'il entend poursuivre. On va tenter également un bilan du Trumpisme pour voir dans quelle mesure celui-ci a changé l'Amérique. Anne Désine, Les États-Unis et la démocratie, votre livre aux éditions L'Harmattan. Et Jean-Éric Brana, Joe Biden, l'homme qui doit réparer l'Amérique, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Il est 8h sur France Culture, bon réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Et Erner. pour évoquer ce que va faire Joe Biden, nous sommes en compagnie d'Anne Désine. On vous doit Les États-Unis et la démocratie, un livre paru aux éditions L'Harmattan. Jean-Éric Brana, vous avez fait une biographie de Joe Biden, l'homme qui doit réparer l'Amérique, aux éditions du Nouveau Monde, justement. Expliquez-nous quelles vont être les principales décisions politiques de Joe Biden. Alors d'abord, il faut rappeler que Joe Biden est un homme politique qui est là depuis 50 ans, alors qu'il connaît parfaitement... C'est probablement le plus expérimenté. C'est un des plus vieux et c'est effectivement un des plus expérimentés aux États-Unis. Première fois élu en 70, première fois au Sénat en 72. Il connaît ce Sénat par cœur. Il a le moindre recoin de bureau et surtout le moindre sénateur qu'il connaît personnellement. D'ailleurs, quand ils sont réélus de droite ou de gauche, il les appelle pour les féliciter. Donc ça, c'est très important parce que dans le contexte dans lequel on rentre maintenant, c'est une nouvelle saison. Hein. Si on est dans une série, on pourrait dire hop, on change de saison et on n'est plus dans le contexte que décrivait Anne juste avant, c'est-à-dire cette polarisation. Aujourd'hui, on va passer dans autre chose. Pourquoi ? Parce que Joe Biden compte parmi les sénateurs républicains pas mal d'amis. Il est très ami avec Mitch McConnell, il est très ami avec Mitt Romney, il est très ami avec Susan Collins. Ça veut dire qu'une majorité de 1 ou 2 voix ne lui fait pas peur parce qu'il va rentrer dans la négociation. Et pour savoir ce qu'il va faire après, on regarde les nominations. On s'aperçoit par exemple que sa porte-parole à la Maison-Blanche, Jen Psaki, a été avocate de la commission du Management and Budget, c'est-à-dire cette commission même qui était chargée de mener à bien les textes de loi dans un Sénat polarisé du temps de Barack Obama, ce qui a permis de faire passer 2 grandes lois. D'abord, la réforme économique après 2008 et surtout l'Obamacare. Et c'est elle en particulier qui défendait ces dossiers. Donc elle va être maintenant au plus près de lui. Et puis ensuite, sur l'ensemble des nominations, on a beaucoup d'informations. Par exemple, Anthony Blinken, au secrétaire d'État, est là pour rassurer les alliés en disant l'Amérique est de retour. Ça veut dire on reprend les négociations. Vous savez, c'est fini. L'Amérique d'abord. On va repasser dans un travail en commun. On a Catherine Tai qui est au commerce international, qui est là pour dire à la Chine, on va également retravailler ensemble. Il faut repartir. C'est une hyper spécialiste. Elle était représentante des États-Unis à l'OMC. On a Xavier Becerra qui arrive pour défendre l'Obamacare, pour dire aux républicains, vous savez, moi je suis un avocat, j'ai défendu ce dossier en Californie, je vais faire pareil au niveau fédéral, mais je vais le faire en vous donnant ce que vous voulez, c'est-à-dire du privé. On a Alejandro Mayorkas qui est là pour défendre la réforme d'immigration et surtout redonner espoir aux ce qu'on appelle les Dreamers, c'est-à-dire ces enfants qui étaient entrés aux États-Unis et qui sont sans statut aux États-Unis et que Donald Trump voulait renvoyer. On a John Kerry qui a un rôle très particulier auprès de Joe Biden, qui est un envoyé spécial, donc qui ne dépend pas d'une nomination du Sénat, qui prendra ses fonctions en même temps que Joe Biden le 20 janvier à midi, qui est là pour dire l'accord de Paris, on va le réintégrer. Donc vous avez la plupart des priorités, et puis surtout on a la crise économique. Avoir mis Janet Yellen à la tête du Trésor, c'est très rassurant pour les républicains. Et une phrase de conclusion, en réalité, ce qui pourrait embêter Biden, ça serait presque d'avoir la majorité au Sénat, parce qu'à ce moment-là, les progressistes pourraient le pousser pour aller beaucoup plus loin qu'il ne veut aller. C'est beaucoup plus facile pour lui d'aller vers les républicains modérés que d'aller vers les très progressistes. Alors justement, on va évoquer cela, Anne Désine, du fait d'ailleurs de la personnalité, de la ligne politique de Kamala Harris, la vice-présidente, qui est considérée comme appartenant plutôt à l'aile droite des démocrates. Alors, c'est vrai que je suis assez proche de l'analyse de Jean-Éric. Je suis un tout petit peu moins optimiste, mais c'est un sans faute. C'est un sans faute. Paradoxalement, on a un président très centriste, très modéré, qui a un programme de gauche, mais toutes ces nominations qui respectent la diversité au moins de genre et ethnique à laquelle il s'était engagé. Et territorial. Et territorial, c'est vraiment un sans faute. Et le grand risque, c'est vrai, c'est l'aile gauche. Mais je n'irai pas jusqu'à souhaiter... Pourquoi le grand risque ? Parce qu'ils sont déjà en train de ruer dans les brancards en disant vos nominations, oui, en apparence c'est bien, c'est divers, mais c'est pas suffisamment à gauche. Cela étant,
le parti qui a la majorité au Sénat détient tellement de pouvoir que je pense qu'on ne peut pas le souhaiter. De toute façon, statistiquement, ce sont les républicains qui gagnent lorsqu'il y a des deuxièmes tours en Géorgie. Donc, je pense qu'il y a plus de chances pour qu'il y ait au moins un des sénateurs républicains qui passe. Donc, le beau rêve d'une majorité ne pourra pas se produire. Mais il est a priori plutôt normal qu'un parti de gauche ait une aile gauche. Et Bernie Sanders était particulièrement populaire parmi les démocrates. Donc, il y a nécessairement une transcription de cela dans la politique qui... Dans le programme, ce que je dis, c'est le programme le plus à gauche chez les démocrates, et c'est paradoxal parce que Biden lui-même n'est pas très à gauche. Ce qui va se passer, c'est que dans quelle mesure va-t-il pouvoir mettre en œuvre ce programme? Alors, il y a un tout petit facteur. Bon, il faut quand même voir que, oui, Biden connaît parfaitement le Sénat, mais il a quitté le Sénat en 2008, donc il y a 12 ans. Et aujourd'hui, des sénateurs qu'il connaît très bien, il y en a moins d'une dizaine. Mais ceux qui ont été mentionnés, c'est vrai. Je ne suis pas tout d'accord là-dessus. D'abord, 2008, la plupart des sénateurs ont été réélus depuis. Ce sont les mêmes que quand il est parti. Aujourd'hui, il connaît quasiment tous les sénateurs, toujours à l'époque. On ne va pas se battre là-dessus. Mais non, mais il y en a 14 qui ont changé depuis. Donc sur 100, effectivement, mais au-delà de ces questions qui intéressent les spécialistes, mais le point positif, c'est que depuis 6 mois, il n'y a aucun plan de relance. Or là, Mitt Romney, Susan Collins, 2-3 démocrates, ont réussi à travailler ensemble en séparant les côtés conflictuels et ce sur quoi et les démocrates et les républicains étaient d'accord. Et il est possible que finalement un plan de relance de 800 milliards de dollars, c'est pas ce que voulait Pelosi, mais c'est déjà pas mal, sur les sujets importants, une aide au chômage, et puis surtout une aide pour aider les gens à payer leur loyer, que ça se soit adopté avant Noël. Or, au jour de Noël, les aides s'arrêtent. Parce que pour l'instant, quelles sont les aides? On vient d'évoquer justement ce qui est fait en France dans le cadre de la pandémie. Aux États-Unis, qu'y a-t-il? Il y avait le programme de 3 000 milliards de dollars qui a été adopté il y a 6 mois, mais pour 6 mois. Et donc, par exemple, les chèques que recevaient les ménages pour les aider à boucler les fins de mois, pour aider à payer le loyer, cela s'arrête le lendemain de Noël. Donc, il était urgent qu'un autre plan de soutien soit adopté, sauf que les démocrates voulaient inclure l'aide aux États et les républicains disent on ne va pas aider ces États démocrates dispendieux et dépensiers à sauver leurs finances. Jean-Éric Brana, Joe Biden va devoir gouverner sous la pression des républicains, alors peut-être de Trump lui-même, puisqu'on a compris qu'il voulait se représenter en 2024, et on sait aujourd'hui qu'il est populaire, puisque même s'il a obtenu beaucoup moins de voix que Joe Biden au suffrage populaire, c'est pas du tout un effondrement. Alors, mais moi, je ne le crois pas du tout. On entend effectivement cette petite musique comme quoi le trumpisme continuerait. Déjà, je ne sais pas ce que c'est que le trumpisme. J'ai beau le répéter, le redire encore. Déjà. Non. Donald Trump a fait un hold-up en 2016. Il est arrivé, il s'est installé. En réalité, on avait un terreau extraordinaire. C'est des gens qui ne croyaient plus à la politique, qui étaient en défiance totale et qui étaient en souffrance. Il a été leur porte-voix. Il a su les entendre. Je répète là encore une fois ce que je dis depuis 4 ans. Il a une très bonne écoute du terrain. Mais même s'il a incarné, je veux dire, c'est pas lui qui l'a généré. Il est venu le prendre et il est avancé. Vous pensez qu'il va être remplacé par les républicains? Mais bien sûr qu'il va être remplacé. La nature a horreur du vide. On a déjà des leaders. Pourquoi le remplacer alors que... Mais il y a Ted Cruz, il y en a un paquet. Bien sûr, qu'il y ait des remplaçants, ça, pourquoi pas. Mais pourquoi le remplacer alors qu'a priori, on évoquait il y a quelques minutes le fait que Joe Biden, dans un contexte particulier, parce que c'est quand même la pandémie qui probablement a fait perdre Donald Trump. Il y a eu 30 000 voix d'écart, si on prend les swing states, je ne parle pas du vote populaire. Ces 30 000 voix d'écart ont donné la victoire à Joe Biden. Sans pandémie, on peut imaginer que les résultats auraient été inverses. Pourquoi le Parti républicain se choisirait un autre candidat? Eh bien parce que le Parti républicain actuellement est phagocyté. Il est complètement sous la coupe de Donald Trump. Or, si vous êtes un homme politique, ce que vous voulez avant tout, c'est être indépendant dans vos idées et de mener votre propre barque. Regardez Mitch McConnell qui a reconnu la victoire de Joe Biden hier, a fait une conférence de presse assez lunaire, il faut le dire, par rapport à ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années, dans laquelle il détruit le trumpisme en expliquant que ce sont des cinglés qui vont essayer de mettre à bas, ce sont les mots qu'il employait, crazy, des cinglés qui vont essayer de mettre à bas la démocratie le 6 janvier, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent frontalement à Donald Trump, qui le regrette aujourd'hui par un tweet en s'attaquant à lui, et toute la Trumpie est aujourd'hui en train d'attaquer Mitch McConnell, mais McConnell défend aujourd'hui l'idée de son indépendance du Parti
Parti républicain. Et bien sûr, il ne va pas être le seul. Tous les caciques du parti vont faire la même chose. Et les jeunes poussent. Des gens comme Ben Sasse, qui arrive du Nebraska, qui aimerait bien lui aussi se voir en tant que président, va pousser, il le fait déjà dans le même sens. Il va donc y avoir une extrême droite qui va être très forte, qui va être trumpiste. Mais Trump a été repoussé très très loin avec les QAnon et tous les complotistes. Trump s'est décrédibilisé avec cette séquence. Et aujourd'hui, les 74 millions de gens qui ont voté pour lui ne sont plus au rendez-vous, à tel point qu'on se demande ce qui va se passer en Géorgie. Et si je suis d'accord, en Géorgie, traditionnellement, on ne peut pas dire que les démocrates vont gagner. Bien sûr, moi je ne mettrai pas un penny sur les démocrates aujourd'hui. En réalité, tout peut arriver parce que les républicains sont perdus. Mais une fois que Trump sera parti, ça va être la débandade, ça va être la curée. Et à ce moment-là, je crois qu'on va passer à autre chose, d'autant que les républicains modérés vont travailler avec Joe Biden et que le pays va avancer en essayant de sortir de ces trois crises, crise économique, crise sanitaire et crise sociale, qui vont être la priorité des Américains, parce qu'effectivement, au lendemain de Noël, il y en a qui se demandent comment ils vont manger et payer leur loyer, et c'est ça d'abord qui intéresse les Américains. Anne Désine, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a véritablement un changement à l'horizon? Parce que finalement, le bilan du Trumpisme, alors en France, beaucoup de personnes le regardaient avec consternation. Il semble que la situation soit différente en Amérique. Oui, Donald Trump est encore soutenu. Il ne faut absolument pas négliger ces plus de 70 millions de voix pour lui, et il a augmenté son score. Je suis moins optimiste que Jean-Éric quant à la disparition de Trump et du Trumpisme dans le paysage politique. Il faut se rappeler quand même qu'il a 88 millions de personnes qui le suivent sur Twitter, mais quand il aura quitté la Maison-Blanche, il aura moins de poids. Et 75 ans. Oui, mais enfin bon, Biden a 78 ans. Mais non, l'idée... Ah bon ? Non, Biden n'a pas, pendant 4 ans, animé le Parti démocrate. Biden était sur le côté, il attaquait un petit peu Trump, mais il n'essayait pas de tenir le Parti démocrate à bout de bras. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à mon avis, il n'a pas vraiment envie d'être candidat en 2024, il a besoin de se refaire financièrement. Donc, en fait, on peut considérer que tous ces litiges, c'était dû en partie à quelque chose qui était gagner le combat devant l'opinion publique, devant le tribunal de l'opinion publique, plutôt que devant les tribunaux. Et ça a bien réussi, puisqu'il y a un PAC qui dit donner de l'argent pour mon fonds de défense. Et en fait, quand on regarde en tout petit, on constate qu'il donner de l'argent à un milliardaire. Voilà. Oui, enfin, il n'est pas si riche que ça. Non, mais il n'est pas si pauvre que ça non plus. Enfin, il a 400 millions de dettes qui vont venir à échéance. Bah, il faut déjà pouvoir les avoir, voilà. Les 400 millions de donc, dettes. Donc là, il a déjà collecté plus de 200 millions sur des appels fallacieux. Donc les pauvres petits blancs qu'il prétend défendre se serrent la ceinture pour verser 20 ou 50 dollars. Donc ça fait maintenant plus de 200 millions qui sont en train de reconstituer la cagnotte de Trump. Alors, moi, je pense qu'il va rester comme une ombre tutélaire, et ça ne va pas être facile pour Ted Cruz et pour les autres, parce qu'il est encore là, et il fait peur à Cruz, à Rubio. Alors, la seule bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que McConnell, quand même 5 semaines après les résultats de l'élection, a fini par reconnaître que Biden était le président élu. Alors, oui, il a dit des choses horribles sur QAnon et le reste, mais il a quand même dit que le mandat de Trump, c'était fantastique, tout ce qu'il avait pu faire en 4 ans, et tous ces juges qu'il avait nommés, etc. Donc, simplement, McConnell n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une rébellion le 6 janvier. Il y a déjà un représentant qui dit « moi je vais contester ». C'est possible, mais il faudrait qu'il y ait un sénateur aussi. Mais s'il y avait un sénateur, ça veut dire que chacun des membres du Congrès devra se prononcer soit pour Biden, soit pour Trump. Et McConnell a encore peur de Trump et peur de l'impact que ça pourrait avoir sur le Parti républicain et surtout sur sa majorité au Sénat en 2022. Mais encore une fois, Jean-Éric Brana, il vous est arrivé d'expliquer à quel point Trump coïncidait avec une certaine vision de l'Amérique, avec des Américains qui, encore une fois, l'ont élu il y a 4 ans, ont voté pour lui, QAnon, autrement dit les théories du complot, le fait d'avoir une vision très proche des suprématistes blancs, bref, toute une série de choses qui sont considérées, avec méfiance, j'utilise un euphémisme, en France, ont un certain soutien aux États-Unis. Alors d'abord, on va distinguer. Ceux qui ont voté pour Trump ne sont pas tous des QAnon et des suprématistes. C'est même une extrême minorité qui sont QAnon et suprématistes. Ce sont des républicains qui ont voté pour Donald Trump. Les républicains ont fait 74 millions de voix à ces élections. Donc ils sont à un niveau très haut. Ce qui veut dire que, et on l'a dit, ça s'est joué à très très peu au collège électoral, quasiment la moitié de l'Amérique est républicaine et l'autre moitié est démocrate. C'est ça le décor que nous avons au moment de la prise de fonction de Joe Biden. C'est vrai que Donald Trump
a été assez malin pour récupérer le programme du Parti républicain. Ce qu'il a appliqué, c'était exactement le programme qu'avait défendu McCain en son temps, ou Mitt Romney en son autre temps aussi. Et c'est une continuité assez extraordinaire de ce qu'ont fait les Bush, ou même on retrouvera chez Reagan beaucoup de choses. Donc bien sûr que les républicains se retrouvent là-dedans. Ce qui s'est passé dans l'Amérique ces 20 dernières années, c'est qu'on a une transformation extraordinaire des deux partis avec une redistribution des cartes. Aujourd'hui, quand on a certaines positions sociétales, on est républicain, et quand on a le contraire, on est démocrate. C'est ça qui crée cette opposition. Exemple, si vous êtes pro ou anti-avortement, vous êtes dans un parti ou dans l'autre. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, vous pouviez trouver au sein du Parti démocrate des pro-avortement et des anti-avortements, et pareil au Parti républicain. Aujourd'hui, la peine de mort, c'est pareil. Ça se situe dans un côté ou dans l'autre. Et vous pouvez le faire pour les armes, pour la liberté de religion, pour l'immigration. Vous pouvez décliner ainsi toutes les facettes sociétales. Vous vous retrouvez au Parti républicain ou au Parti démocrate. Et il faut retricoter à partir de ça pour faire tomber cette pression qui permettra effectivement d'avoir une vie politique plus apaisée. Oui, il y a déjà des élus républicains qui expliquent que la polarisation est due à deux choses. Le découpage électoral, ce qui fait que l'élection se joue à la primaire, et c'est la raison pour laquelle il y a tout un tas de républicains qui sont très très à droite, et il y a une dizaine d'élus qui sont partisans des théories du complot, de QAnon. La première idée, donc, c'est ce découpage électoral et le rôle des primaires. Et l'autre, qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, c'est la polarisation totale des médias. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est pris dans la bulle cognitive de Fox News plus les réseaux sociaux, au bout d'un moment, c'est du lavage de cerveau et on croit de toute bonne foi ce qui nous est dit. C'est-à-dire que dans ces 74 millions d'électeurs, je pense qu'il y a une partie qui aime Trump quel qu'il est, mais une autre qui est vraiment induite en erreur, qui a voté parce qu'on lui a répété pendant tout le temps que le vote par correspondance, c'était de la fraude, que le Parti démocrate allait mettre le communisme aux États-Unis, etc. C'est-à-dire qu'on a quand même des modérés et des centristes dans le pays. Simplement, à cause de ce lavage de cerveau, ça se traduit par une polarisation extrême au moment de l'élection. Mais le bilan... juste, il faut quand même préciser que c'est exactement pareil si on est sur CNN et les réseaux sociaux, parce que pendant 3 ans, on a eu droit à une enquête russe avec une annonce de destitution pour la semaine d'après, qui n'est bien sûr jamais arrivée. Et là aussi, ça a joué sur la polarisation. Sauf que la polarisation est asymétrique, elle est beaucoup plus forte à droite. Elle existe des deux côtés. Mais le bilan, je vais finir par défendre Donald Trump dans l'opinion publique américaine. C'est ce que vous faisiez avant Jean-Éric Brana. Et il est quand même évident que la politique qu'il a menée a été jugée de manière positive par certains Américains sur le plan économique, sur le plan géopolitique. Par exemple, le fait qu'il se soit lancé dans une guerre commerciale contre la Chine était jugé positivement par les démocrates. Je ne parle même pas des républicains. Le fait qu'il ait déplacé l'ambassade des États-Unis en Israël, à Jérusalem, ce qui a été considéré comme un casus belli par les Palestiniens, est très populaire chez les évangélistes parce que c'est pas tellement l'électorat juif qu'il visait, mais principalement l'électorat évangéliste. Les juifs votent principalement pour les démocrates. Donc tout ça, ça doit lui être compté sur le plan politique. Ce n'est évidemment pas un jugement moral que je suis en train de formuler. Mais vous avez complètement raison. Si on enlève le jugement moral et effectivement les problèmes sociétaux dont je parlais tout à l'heure, si on regarde l'action de Donald Trump, il y a quand même de vraies réussites. La première, une réforme fiscale en 11 mois. Ça n'arrive nulle part. Et cette réforme fiscale, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a été menée à son terme et a pu effectivement participer à la relance de l'économie. Économie qui a été extraordinaire jusqu'au mois de janvier, puisqu'on est descendu à 3,5, et que Goldman Sachs annonçait qu'on allait descendre à 3,2, c'est-à-dire au niveau de la guerre de Corée, ce qui n'est pas rien non plus. L'application du programme républicain a conduit ainsi à cette guerre avec la Chine, qui est une façon de revisiter la vision des États-Unis dans ces relations-là, de façon moins naïve, en disant que la prépondérance de la Chine sur le domaine international était un vrai problème pour la sécurité et la supériorité des États-Unis. Donc c'est vrai que Donald Trump a su mener ces dossiers de façon importante et qui ont satisfait même du côté des démocrates. Et Joe Biden, Anne Désine, maintenant a une tâche
malgré tout assez compliqué. Il n'est pas le seul dans le monde à avoir une situation compliquée. Mais en tout cas, la politique qu'il va devoir mener sur le plan économique, elle est assez redoutable. Sur le plan géopolitique, ses marges de manœuvre après Trump ne sont pas aussi importantes que cela. Alors, si l'on prend la Chine, le diagnostic de Trump est vrai. Et ça a été le premier président à oser attaquer de front la Chine. Simplement, les moyens utilisés sont stupides. À partir du moment où il a détruit le front des alliés, au lieu d'avoir un front uni avec l'Europe, l'Australie, la Corée du Sud, etc., il est tout seul à mettre des sanctions. Donc, sur ce point, on sait que Biden, en fonction de son équipe, on le voit bien, va remettre l'accent sur le multilatéralisme et essayer de reconstituer ce front. La réforme fiscale, c'était un outil tactique. Il voulait qu'il y ait le plein emploi en 2020. Et ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu la pandémie. Mais c'est quelque chose qui a augmenté les inégalités de façon considérable, puisque cette baisse d'impôts a profité surtout aux grosses entreprises et aux très riches. Et c'est surtout une telle augmentation du déficit budgétaire que ça hypothèque l'avenir. Justement, qu'est-ce que peut faire Biden par rapport à ça, alors qu'il se retrouve dans une situation qui aurait déjà été compliquée sans pandémie, mais avec la pandémie, évidemment, elle l'est encore plus. Alors, c'est là qu'à mon avis, il y a peu de chances qu'il obtienne une loi, parce que les républicains qui ont accepté l'augmentation, le creusement du déficit budgétaire tranquillement sous Trump, dès qu'il y a un président démocrate, se rappellent que c'est très important d'avoir l'équilibre budgétaire. Donc, que va-t-il pouvoir dépenser? Où va-t-il trouver l'argent pour l'infrastructure? La bonne nouvelle, c'est que quand on parle finance, il y a une petite règle compliquée qui s'appelle la réconciliation. On peut faire passer la loi avec 51 voix. Alors, peut-être va-t-il réussir avec les Susan Collins, etc., à obtenir un plan de relance, un plan d'infrastructure. Mais ça va être très, très compliqué. Jean-Éric Brana, sur les questions qui ont fait si polémique, la réforme fiscale, la question donc de la guerre commerciale, le déplacement de l'ambassade des États-Unis, est-ce que Joe Biden va revenir sur les décisions de Donald Trump? Alors, sur l'ambassade, non. D'abord, cette décision avait été prise par le Congrès. Et Donald Trump n'a fait qu'appliquer une décision prise longtemps avant, puisque ça date de Clinton. Donc, tous les présidents suivants l'ont repoussé et Trump a dit on arrête de la repousser. Donc, premier point. Pour le reste, la politique de Joe Biden va se mettre dans les pas de Donald Trump sur le plan international, puisque c'était quasiment la même qu'il y avait sous Barack Obama. Donc là-dessus, il y a une continuité américaine qui est d'abord les intérêts de l'Amérique, et puis ensuite on voit le reste du monde. Alors effectivement, je rejoins complètement Anne Désine, ça se fera avec moins de violence et moins de brutalité. Non, il y aura moins de tweets, mais sur le fond... Non, de violence et de brutalité, parce que les sanctions étaient violentes, elles arrivaient dans l'après-midi, elles tombaient d'un coup, et effectivement, il y a des pans de l'économie entière qui le prenaient dans la figure. Ça, c'est violent. Si vous êtes un exportateur et que du jour au lendemain, on vous met 20 ou 30% de taxes, excusez-moi, mais vous faites tout de suite du chômage. Donc, c'est un véritable problème. Donc, Joe Biden va avancer, mais sur les finances, il est quand même assez malin. Ce qu'il donne au Congrès républicain, c'est exactement ce que le Congrès républicain attend. Il touche quasiment pas à la réforme de Donald Trump sur les finances, mais il change pour les impôts en augmentant les impôts des plus riches, en les faisant passer de 20 à 28%, pour ceux qui gagnent, excusez-moi, plus de 400 000 dollars par an. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois sur les antennes, je connais personne autour de moi qui gagne cette somme-là. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais il faut quand même être très riche pour payer un petit peu plus d'impôts. Pour le reste, c'est quand même un programme qui ne va pas heurter tant que ça les républicains. Même l'augmentation du salaire minimum, le faire passer de 7,25 au niveau fédéral à 15 dollars d'ici 2026, ça ne touche jamais que 3% de la population, puisque le salaire médian actuellement est à 26 dollars de l'heure. Donc c'est une affaire de justice sociale que même les républicains peuvent accepter pour avancer là-dessus. Et ça satisfera Bernie Sanders, qui sera ravi de cette situation. Et toujours pour continuer dans, disons, une situation qu'il faut revisiter. Là aussi, Anne Désine, on évoquait des scènes apocalyptiques, une guerre civile aux États-Unis. Tout ceci n'a pas eu lieu, je crois. Ah, c'est la bonne nouvelle. C'est vrai que nous étions nombreux à être inquiets. Et je craignais le soir de l'élection, et surtout pendant les 3 jours quand on a compté ces fameux bulletins par correspondance. Et c'est une bonne nouvelle. Pour moi, les bonnes nouvelles, ce sont ces héros
du système électoral qui, par exemple, en Géorgie, alors qu'ils sont républicains, ont osé résister aux pressions, aux menaces de mort pour dire que c'était Biden qui avait gagné. Donc le système a bien tenu, le système a été très sollicité, il a bien tenu. Mais peut-être aussi parce que une guerre civile, finalement, ça ne se déclenche pas entre partisans de Donald Trump et de Joe Biden, contrairement à ce qui a été dit. La guerre de sécession relevait d'une autre logique, Jean-Éric Brana. Ah oui, moi j'étais très en colère avec ça, et Anne le sait, puisqu'un jour sur un plateau, je me suis mis très en colère sur le fait qu'on n'arrêtait pas d'annoncer une guerre civile. Je trouve qu'on était à la limite dans l'anti-américanisme en prétendant que les Américains étaient assez stupides pour descendre avec leurs armes dans les rues. Personnellement, comme Anne certainement, comme tous ceux qui travaillent sur ce pays, je connais beaucoup de gens qui votent Donald Trump aux États-Unis, qui sont des gens charmants, qui ont des positions souvent radicales, et c'est vrai que j'arrête de parler politique avec eux parce que ça nous emmène sur des chemins dans lesquels je ne veux pas aller, mais pour le reste, ce sont des Américains comme les autres, qui veulent le bien de leur pays, qui sont des patriotes, qui croient à la Constitution, qui croient à la paix sociale et à la paix publique, et qui ne m'ont jamais dit qu'ils allaient descendre avec les armes dans les rues. Et donc j'étais franchement en colère de lire, d'entendre, et même qu'on me fasse participer à des émissions dans lesquelles on véhiculait ce genre de discours. La guerre civile, c'est autre chose, effectivement, c'est un drame humain. La guerre civile, on l'enseigne, nous, dans nos universités. Oui, parce que la guerre civile, c'est la guerre de sécession. Mais oui, c'est ça que ça veut dire aux États-Unis. L'utilisation des mots est quand même très importante, et je trouve que, effectivement, avoir véhiculé ça depuis le mois d'août était inconséquent, mais les risques voire inconscient. Les risques de violence étaient réels. Les Proud Boys à Washington, quand on les voit avec leurs armes, on peut se dire que ça peut déraper très facilement. Ce qui n'a rien à voir avec une guerre civile. Non, on est d'accord. On parle violence, on parle absolument pas. Moi aussi, j'ai refusé le mot guerre civile. Que je me suis fâché tout rouge dans une émission. À cause de tout l'historique. Pour nous, guerre civile, ça veut dire guerre de sécession. Anne Désine, un rapide point sur ce qui va se passer maintenant très rapidement. Alors, nous allons attendre. Le premier vote, c'est celui du plan de relance. Est-ce qu'avant Noël, le Sénat va accepter ? J'ai bon espoir qu'il y ait au moins les 750 milliards, même s'il n'y a pas d'aide pour les États, ni d'immunité, de protection de responsabilité pour les restaurateurs, puisque là, il y a le blocage. Ensuite, deuxième étape, on va tous aller en Géorgie. Oui, pour voir qui va être élu. Voilà, pour voir qui est élu. Et ça, c'est le 5 janvier. Et ensuite, le 6, la formalisation de l'élection. Et a priori, il y aura un peu de suspense. Peut-être que là, Trump sera dans son golf en train de dire des horreurs, mais ça devrait être bon. Et Biden va pouvoir tout de suite signer plusieurs décrets pour revenir sur des choses qui ont été faites par l'administration Trump. Anne Désine, Les États-Unis et la démocratie. Votre livre paru aux éditions L'Harmattan, Jean-Éric Brana. Joe Biden, l'homme qui doit réparer l'Amérique, c'est aux éditions du Nouveau Monde.